Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Calend Research qui va se concentrer aujourd'hui sur la croix de Nolan. Alors, la croix de Nolan, on l'a rencontrée dans des vidéos passées et on sait qu'elle joue un rôle prédominant dans la géométrie et la construction de l'île d'Oak Island. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on va voir qu'on retrouve exactement la même croix de Nolan étendue dans le Razès. Le Razès, c'est cette région autour de Rennes-le-Château. Et j'ai décidé de, évidemment, traduire cette vidéo que j'avais fait en anglais il y a une semaine qui a attiré pas mal d'attention parce que c'est la première fois, ou plutôt la deuxième, puisqu'on l'a vu dans le tableau de Poussin après l'étude de Michael sur Dot to Dodge. J'avais fait une vidéo en français qui expliquait qu'on retrouvait la croix de Nolan dans le tableau de Poussin, qui est les bergers d'Arcadie et qui est intimement lié au mystère de Rennes-le-Château. Et là, j'ai une marque beaucoup plus visible parce qu'il y a vraiment une géométrie dans le Razès qui a été construite autour de la croix de Nolan et c'est ce qu'on va voir ensemble. Deux, trois commentaires aussi sur vos commentaires. J'ai des viewers qui ont plein de questions à me poser et qui ne savent pas comment s'y prendre. J'ai des viewers qui ont participé et qui m'ont envoyé des mails et je remercie Arthur. On va faire une vidéo sur ton travail parce que c'est assez bluffant. Je remercie tous les gens qui ont participé. Je me demande si je vais pas faire une session via Twitch ou un moyen de réseau social qui permet de partager en temps réel des questions et des réponses. Si vous êtes intéressé pour organiser une espèce de session d'une heure où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en live et j'y réponds et on l'enregistrera, ça deviendra une vidéo YouTube. Mettez-les dans les commentaires, ça me motivera à mettre en place tout ça. Si ça vous intéresse, on peut le faire. Voilà, merci à tous à vos participations. Il y a beaucoup de commentaires et on m'envoie des mails avec des pièces jointes qui sont très intéressantes et qui nous permettent à Michael et à moi d'avancer d'un cran dans cette recherche. Alors, tout ça a commencé il y a 3 semaines avec la vidéo sur YouTube d'un auteur qui s'appelle Simon Miles, qui a vécu une vingtaine d'années autour de Rennes-le-Château, je ne sais pas exactement où. Et Simon a écrit un livre parce qu'il s'est rendu compte de choses et d'alignements géométriques naturels dans le Razès qui l'ont interpellé. Et après 20 ans de travail, il a produit cette vidéo. Alors elle est en anglais. Pour les non-anglophones, ça va être compliqué. Vous pouvez utiliser les sous-titres automatiques en français de YouTube. Hein. YouTube a un outil de traduction. Pareil pour les vidéos que je fais en anglais. Si vous voulez les voir, on peut les sous-titrer en français en temps réel. Il y a une option dans YouTube qui permet de récupérer les sous-titres dans une autre langue et qui fait de la traduction en temps réel. Alors des fois, il fait des petites erreurs sur les mots, mais ça permet de suivre. Donc Simon, euh, je vais mettre les liens de ces vidéos dans le titre de celle-ci et de la mienne. C'est passionnant, ça dure 1 heure, il explique extrêmement bien comment il a trouvé ses alignements, et je vais les reproduire dans Google Earth parce que j'en ai eu besoin, j'ai besoin de retravailler intégralement son modèle dans Google Earth pour pouvoir démontrer la présence de la croix de Nolan. La conclusion de son travail à lui, c'est un peu le début de notre travail à nous. Donc je me suis pris pour un petit Michael et j'ai attaqué les problématiques sur Google Earth, qui n'est pas nécessairement très aisé. Alors, dans une première partie de cette vidéo, qui va durer 1 heure environ, je vais vous montrer comment Simon Miles, quel modèle il a appliqué et pourquoi il en est arrivé à cette conclusion. Et la deuxième partie, ça sera de l'exploitation de ces trouvailles pour conduire vers Oak Island et la croix de Nolan. Alors, allons tout de suite dans Google Earth. Voilà Google Earth. Ok, donc ça, c'est la région du Razès, dans l'Aude, en France. On voit ici Rennes-le-Château en plein milieu. Si je zoome sur Rennes-le-Château, je fais comme d'habitude une petite vérification que je suis bien en train d'enregistrer la vidéo et que tout se passe bien. Oui, c'est bon. Donc voilà l'église Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château, la villa Béthanie qui est derrière, le domaine de Saunière ici à gauche avec la tour Magdala et l'orangerie qui est ici dans la verrière, et puis le cimetière qui est derrière. Donc ça, c'est des endroits qu'on connaît bien quand on est dans le mystère de Rennes-le-Château. Si vous connaissez rien à Rennes-le-Château, ce qui s'y est passé, ce qui m'étonnerait beaucoup si vous suivez cette chaîne, allez quand même faire un tour vers des forums. Je vous en recommanderais en particulier dans la vidéo qui explique de A à Z tout ce qui s'y passe, les théories, etc. etc. Donc ça, c'est le village de Rennes-le-Château, qui est sur un promontoire montagneux, hein, qui est en hauteur. Et on retrouve, pas loin d'ici, alors il est où? Rennes-les-Bains, qui est un peu le miroir de Rennes-le-Château, qui est un très ancien village, puisque les Romains déjà utilisaient les termes romains, des sources d'eau chaude,
Et c'est ici que une partie du mystère autour de Rennes-le-Château se déroule aussi, puisque l'église de Rennes-les-Bains qui est ici est très particulière. On avait un curé qui s'appelait l'abbé Boudet, qui a produit un livre extraordinaire qui s'appelle La vraie langue celtique ou le cromlech de Rennes-les-Bains, qui est un livre entièrement, 310 pages, écrit selon le principe de la langue des oiseaux. Sachant aussi que Boudet a organisé dans le cimetière la tombe de sa sœur et sa mère qu'il a placée à un endroit très particulier. On verra plus tard qu'il y a des alignements. Et voilà un petit peu les protagonistes, le cœur de l'histoire de Rennes-le-Château se situe entre ces deux villages, mais aussi dans toute la région. C'est une région où il y a eu des grands faits lors de l'hérésie cathare. Il y a énormément de châteaux qui datent de l'an 1100, 1200, 1300. Il y a des commanderies templières, on va les visiter autour. C'est un endroit très particulier, cette région, qui va de Couisa au Bézu, le château de Montferrand, le château des Blancheforts, les châteaux des Ducs de Joyeuse, etc. On va aller faire un tour là-dedans. Alors, euh, Simon Miles, ses travaux portent principalement sur cette ligne ici. C'est une ligne qu'il a découverte ou qu'il a redécouverte. C'est une ligne qui est exactement à 45 degrés par rapport au nord véritable. Et c'est une ligne qui, alors c'est déjà ça c'est particulier, c'est 45 degrés par rapport au nord. Et c'est une ligne qui croise des bâtiments particuliers ici, à Saint-Just-et-le-Bézu, qui est un village non loin du Bézu, qui était une commanderie templière et un château. On a une église ici, et si on part du fond de l'église et qu'on trace à 45, on se rend compte qu'on va rencontrer des points particuliers dans la géographie du Razès. On va aller rencontrer la Val-Dieu. La Val-Dieu, on va y revenir, je vais détailler chacun de ces points, qui est aussi sur un promontoire et qui était une abbaye. Alors il y a des légendes comme quoi il y a des tombeaux cachés autour, il y avait une fortification, peut-être une chapelle, et on voit qu'on passe pas en plein cœur du village actuel, mais on place légèrement sur la droite avec cette ligne à 45. Et puis Simon continue sa ligne, et il se rend compte que on passe à Rennes-les-Bains, puis alors pas n'importe où, on passe dans le cimetière de Rennes-les-Bains par cette ligne à 45. On continue notre voyage, on va monter, on monte ici à l'ancien château de Montferrand. Il doit indiquer sur Google à un moment. Sur Google Earth, voilà, Montferrand, il y avait un château fort ici, il n'y a même plus de ruines, enfin, on imagine quelques ruines, et il prenait tout le promontoire, on est encore une fois en altitude. Et ça, c'est un des travaux de Simon. Simon, et je vais vous l'expliquer dans un instant, a repéré que les pics et les points les plus culminants de ces points hauts, puisque le Razès, ce n'est que du relief, je vais essayer de vous le montrer, on le voit un petit peu, c'est encaissé dans des montagnes et des vallées, c'est que des pics et des monts, et il y a un alignement visuel. Imaginez que vous mettiez une torche en haut de chacun de ces points, peut-être pas Rennes-les-Bains puisque nous avons la cuvette, mais sur Montferrand en tout cas, vous allez avoir une ligne qui va être visible en temps clair depuis très loin. Et enfin, la ligne se termine à Arques. Arques est un village aussi cité dans la légende de Rennes-le-Château, et pas n'importe où. La ligne atterrit au château d'Arques, et alors encore mieux, elle passe exactement dans les alignements de toiture à 45 degrés du donjon qui est au milieu et de ce bâtiment qui est en bas à gauche. Donc ça, c'est un premier point de réflexion de Simon, et il explique qu'il a mis 20 ans à trouver un modèle à partir de cette ligne qu'il trouve très particulière puisqu'elle est alignée à 45 degrés. Allons voir rapidement ces différents points qu'on vient de rencontrer plus en détail. Donc Saint-Jules-Bézu, qui était notre point de départ en bas à gauche, on a donc, c'est encaissé dans les vallées, hein, on voit qu'on a une montagne ici, on a encore une fois une montagne ici, on a quelque chose qui remonte, donc c'est bien encaissé, et on est à des points bas, et l'église est ici. Alors, alors je vais mieux le dessiner, l'église est en fait ici, je pense que c'est le presbytère, et ça doit être le cimetière qui doit être juste là. Quand on zoome, on voit des tombes. Donc, et puis il y a des photos régionales de la mairie de Saint-Just-et-Bézu. Encore une fois, c'est pas là qu'était la commanderie templière. Il n'y avait pas de commanderie templière à Saint-Just-et-Bézu. Il y a un château templier à Bézu, mais qui est distant d'une dizaine de kilomètres, un peu moins, 5 kilomètres. Voilà l'église à droite vue de près. Le château de Bézu, dont je dis qu'il était templier, il n'a été templier que pendant 30 à 50 ans. C'est pas eux qui l'ont construit, ça a été donné à des Templiers. Euh, Pourquoi je dis ça? C'est parce que les Templiers, c'est les suspects habituels de l'histoire d'Oak Island et de Rennes-le-Château. Moi, je commence à me dire que c'est encore plus ancien que cette histoire. Ils ont retrouvé les secrets de la géométrie, mais
il semblerait que les constructions dont on parle, qui vont délimiter pas mal de figures géométriques, sont antérieures au mouvement templier. Donc j'ai mis les sources. Ce qui est intéressant, c'est que le village et l'église datent du XIe siècle. Donc on parle entre 1000 et 1099. Ou 1001 et 1100. Je ne suis pas très calé. J'ai mis ici en bas à droite, vous voyez la ligne A45 hein, qui est ici. C'est pour vous repérer où on en est dans la ligne. On est sur ce marqueur rouge, on est à Saint-Jules-Bézu. Et on va progresser pour voir tous ces sites. Donc ce site, cette église, a été posée à cet endroit au XIe siècle. Euh, Ça peut être un endroit de réutilisation. Peut-être que les Romains avaient déjà compris qu'il y avait une ligne particulière à 45 degrés. Il y avait peut-être un temple ancien, mais d'un point de vue chrétien catholique, l'église a été posée au XIe siècle. Donc ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, c'est la Val-Dieu. Hein, on est en train de naviguer sur notre ligne A45. À Val-Dieu, on ne trouve plus rien par là où passe la ligne. Néanmoins, et j'ai mis en rouge, ce qui est intéressant, je vous laisse lire et pauser la vidéo si vous voulez avoir toute l'histoire. Ici, les ruines, il y avait des ruines d'une ancienne abbaye. Bon, une abbaye, c'est pas 30 mètres carrés, hein, ça prend une certaine place, au lieu dit la Val-Dieu, qui ont été détruites. Donc on ne retrouve pas de traces de ces ruines. Il faudrait peut-être un lecteur lidar. Mais on trouve ici cette indication. Au-dessus des restes d'une petite salle arcade, il y avait probablement la chapelle hospitalière de la Val-Dieu, qui est située au sud-est des maisons de la Val-Dieu et pas à côté de la fontaine. Il y a une fontaine qui se trouve ici. Et on nous explique qu'au sud-est, donc dans cette direction-là, il y a probablement une chapelle hospitalière à la Val-Dieu. Donc le sud-est, ça fait cette zone-là hein, par rapport au village. Donc il est possible qu'on retrouve des ruines. Il y a des légendes et des gens qui cherchent des ruines d'une chapelle en voûte qui serait dans le sud-est. Donc est-ce que cette ligne rouge passerait pas par cette chapelle? C'est intéressant. Continuons notre chemin, donc Rennes-les-Bains. Donc on arrive au troisième point. Donc comme je vous l'ai montré, l'église. Henri Boudet, qui était curé de Rennes-les-Bains, qui était dans le secret et qui a partagé avec Saunière. Pourquoi il est dans le secret? Parce que la vraie langue celtique semble vraiment être un guide de progression autour du cromlech de Rennes-les-Bains qui n'existe pas. Mais par cromlech, on se rend compte que les... Et ça, j'ai découvert, d'autres personnes l'ont découvert avant moi, mais je me suis moi-même convaincu que ce fameux cromlech, qui est par définition des pierres dressées, c'est autre que les sommets des pics des monts et montagnes qui entourent Rennes-les-Bains. C'est ça qu'il appelle le cromlech de Rennes-les-Bains, c'est tous ces pics qui tournent autour de Rennes-les-Bains, dont il se sert comme des repères géométriques et des repères de visée, mais tout est codé en mode langue des oiseaux, langage des oiseaux à l'intérieur de ce livre. Si vous ne le connaissez pas, allez sur internet, vous allez être très surpris. C'est loufoque, mais on sait très bien que derrière il y a quelque chose de caché. Ce qui me rappelle un petit adage, les personnes qui font de la crypto et qui cryptent des documents ont parfois l'esprit tordu. Et quand on met des fautes d'orthographe et de grammaire dans les textes, il y a peut-être des raisons. Alors étonnamment, Boudet n'est pas enterré à Rennes-les-Bains, il est enterré à Axa, et sur sa tombe, il y a cette petite protubérance en pierre sur laquelle on peut lire cette inscription. Et cette inscription, c'est 310-11. Or, son livre faisait 310 pages, et je pense qu'il nous parle de la 11e page pour commencer, c'est ce que beaucoup de chercheurs pensent. Alors, je ne suis pas spécialiste de Rennes-le-Château, mais je me renseigne et je me documente. Et donc, on commencerait l'histoire à la page 11. À moins que ça soit la 9, parce qu'il a tout inversé, allez savoir. Voilà l'église qui est derrière... pardon, le cimetière qui est derrière l'église. Hein. On voit l'église ici, qui est ici. Et puis on voit le cimetière hein, qui est ici. Et ce cimetière a des particularités incroyables. Il y a des personnes qui ont 2 tombes. Paul Urbain a 2 tombes, Urbain Fleury a 2 tombes. Il est mort 2 fois à 2 années différentes. Cherchez plutôt des codes et des messages dans les dates de ses morts. Boudet a enterré sa mère et sa sœur dans ce cimetière, mais il a mis un angle par rapport aux tombes qui sont toutes alignées selon le même angle. Il s'est permis quelques fantaisies, on va voir ça. Un petit peu comme les fantaisies que se permettait Béranger Saunière dans son domaine et dans le réaménagement des tombes du cimetière de Rennes-le-Château. Alors je continue sur Rennes-les-Bains, donc voilà le fameux positionnement dont je vous parlais. Donc Paul Urbain de Fleury, il a 2 tombes, ce qui est assez particulier, et il y a 2 dates de décès différentes. Janvier, rien que son nom, Janvier, qui correspond au mois phonétiquement, a aussi eu sa part dans le mystère de Rennes-le-Château, et sa tombe est ici. Et puis Boudet, il a mis la tombe de sa sœur, mais il a mis avec un angle, et on se rend compte qu'il va y avoir des alignements. Les voilà ici à droite. Ça, je les ai récupérés dans un vieux livre que je me suis remis à lire la semaine dernière
il y a 2 semaines, parce que quand j'ai trouvé la croix de Nolan dans Rennes-le-Château, je me suis remis dans l'histoire de Rennes-le-Château que j'avais laissé de côté il y a une quinzaine d'années. Gérard de Sède est un des premiers protagonistes qui a rapporté l'histoire, c'était un journaliste. On sait maintenant qu'il a été manipulé par Plantard, mais que Plantard savait des choses qui étaient réelles, et puis a brodé une histoire autour sur sa lignée personnelle mérovingienne. Néanmoins, les documents sources sont très intéressants à relire, puisqu'il n'y a pas eu d'altération, c'est des documents qui ont 60 ans maintenant. Et on voit ici les alignements entre un certain tilleul, un arbre qui était là, les tombes, certaines tombes, des dessins, pardon, des peintures qui ont été mises dans l'église, notamment par un certain Paul Urbain de Fleury qui les a offerts à l'église. Et puis on a encore des marqueurs qui sont loin dans la campagne et qui alignent parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, je ne sais pas pour l'instant. C'est parce que je cherche pas à résoudre le mystère de Rennes-le-Château. Je cherche à revisiter Rennes-le-Château avec ce qu'on sait sur Oak Island, si en effet les bâtisseurs sont les mêmes, ou inspirés des mêmes techniques et des mêmes euh, euh, façons d'opérer. Et à l'inverse, relire ce qui s'est passé sur Rennes-le-Château pour le réappliquer sur Oak Island pour essayer encore de comprendre des choses en plus. Cette église est très ancienne, elle est déjà mentionnée en 1162, donc au XIIe siècle. Alors ça correspond aux Templiers, d'accord, ils existaient en 1162, mais elle n'est pas templière du tout, c'est une église chrétienne. Alors cathare, pas cathare, dualiste, pas dualiste, je pense qu'elle a évolué dans le temps, mais c'est une église qui n'a pas été initialement, c'est pas une commanderie templière et c'est pas une église templière. On continue avec le château de Montferrand. Le château de Montferrand mentionné pour la première fois en 1102. Donc, vous voyez, on tourne à la fin toujours autour de 1100. C'est à peu près l'année repère où ces bâtiments ont été créés. Et encore une fois, on avait l'habitude de recréer sur des sites existants et des lieux particuliers existants, des temples dédiés à la Vierge Isis. Par-dessus, on a construit pas mal d'églises en France. Donc le château appartenait au comte de Toulouse Raymond VI, qui était protecteur des cathares. Et puis la forteresse a été condamnée à la démolition au final. Et notre ligne passe par ce point. J'ai pas pu retrouver sur internet de plans, si quelqu'un en a, de plans de la forteresse de Montferrand tel qu'il était à l'époque. Ça m'étonnerait pas que ce point-là soit un donjon, soit une chapelle, puisque c'est assez souvent le cas quand on voit ces alignements. On continue, le château d'Arques, donc très particulier par ses points de correspondance. Il faut savoir que la région d'Arques, et toute la région a été habitée depuis 7000 ans, donc s'il y avait peut-être des alignements à trouver à l'époque, ils les avaient déjà imaginés. Et la construction du château, c'est plus tard, 1284 à 1316 pour son réaménagement. C'est quelque chose qui est venu après, mais il y avait peut-être quelque chose déjà à cet endroit-là. Très intéressant. Héritier des voisins qui ont construit le château, par mariage, c'est les Joyeuses. Et les Joyeuses, on va voir qu'il y a quelque chose, leur château est aussi impliqué dans cette énigme. Donc voilà ce que Simon fabrique comme alignement. Donc c'est d'abord cette ligne à 45 qui passe par 1, 2, 3, 4, 5 sites très particuliers, puisqu'ils sont matérialisés soit par des châteaux, soit par des églises, soit par des églises perdues, en ruine. Et il y a autre chose qu'il a remarqué, et là il faut voir sa vidéo, vivant sur place, il a remarqué que grâce à Dieu ou grâce à Mère Nature, certains de ces pics, de ces pics montagneux, euh, créent des alignements naturels sur des axes nord-sud. Alors, le premier qu'il va utiliser, en termes de méridien, là on est du pur nord-sud, il a puisque son idée c'est que cette diagonale à 45 degrés, c'est la diagonale d'un carré. Donc il va chercher les bords du carré, et en faisant ceci, il va aller construire ses méridiens. Alors si c'est un peu déformé, c'est que je ne suis pas aligné. Donc il a les méridiens du carré, et puis il y a un méridien ici particulier, ce qu'on appelle le méridien de Laval-Dieu. Si on trace ici, ce qui est intéressant, ce point d'intersection. Pourquoi? Parce que si je regarde la longitude du méridien de Laval-Dieu, si vous regardez ici longitude 2,30, je vais me remettre dessus. Donc on est à 2,30,00, ce méridien de Laval-Dieu. Ah, c'est parce que je suis en décimale, excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai dû changer le modèle pour avoir un modèle, je travaillais sur les cartes
de Michael, et lui, il utilise des degrés décimaux. On va revenir à degrés, minutes, secondes. Ok, et en degrés, minutes, secondes, on est à 2, 18, 0, 0, 0, 0. Ce chiffre-là, 2 degrés, 18 minutes, triple 0 en précision. C'est donc un méridien de 2 degrés, 18 minutes qui passe par, moi je pense que si on devait avoir des ruines d'une chapelle, ça devrait être exactement dans ces environs et ce point d'intersection. Et ce méridien, il est particulier parce que il va aller flirter et épouser les pics des montagnes à côté. Alors je vais avoir beaucoup de mal à vous le montrer, moi, mais par exemple ici on a un point haut, et puis si on descend, on a des points hauts, je n'ai pas fini, mais c'est ce que Simon avait remarqué en vivant sur site, que ces méridiens à chiffres ronds étaient intégrés dans le paysage naturel. Et là on voit encore qu'il y a on voit qu'il y a un pic là, hein, c'est une arête, et c'est les points les plus hauts qui déterminent ce méridien qui, de façon très étrange, est à 2 degrés 18 minutes 0 secondes. Mais ce qui est tout aussi étrange, c'est que le méridien de Arc, il est positionné à 2 minutes 22 secondes. Alors je trouve 0, on va le faire de près, on va le prendre directement sur la tour. Là, sur l'angle de cette tour, la petite tour et pas le donjon. Voilà, je vais le mettre vertical. Et on voit ici que l'angle, il est situé à 2 minutes 22 degrés 0. 2 minutes, pardon, 2 degrés 22 minutes 0 secondes, point 52. Alors, je peux un peu faire bouger, mais on est dans un ordre de précision, on n'est pas à 0, 0. Je pense qu'on voulait être à 0, 0. Après, comment le mesurer avec les outils en 1200, la latitude exacte, ça, on peut faire des petites erreurs. Donc ce méridien qui tombe aussi sur un chiffre à 0, 0, qui est à 2,22, celui-ci est à 2,18, et puis ce qui ferme le carré, hein, qui est la verticale qui passe par lui, par l'église de Saint-Just, ici, eh bien ce méridien-là, il est situé à 2,16.00.38. Vous m'excuserez les 38, 2,16.00. Donc il semble, et c'est très intéressant, et ça merci Simon, que ces points ont été mis, cette église, la chapelle perdue, le château de Montferrand et Arc, ont été non seulement alignés sur une ligne à 45, mais les points de terminaison et un des points intéressants, le point de Lavaldieu, tombe sur des méridiens à chiffre plein. Ce qui est quand même assez extraordinaire, sachant qu'en plus le méridien de Lavaldieu, il a chiffre plein, et il est naturellement, il passe par des pics à chiffre plein. Mais ça, je vous laisse regarder la vidéo de Simon pour vous expliquer comment il a trouvé ces alignements, et il vous le montre par photographie que si on se positionne dans la vallée et qu'on regarde un peu au-dessus de son nez, on voit bien ces alignements qui existent. Alors est-ce que les anciens le savaient et s'en sont servis pour faire une géométrie derrière? Voilà où on en est. J'ai rajouté, moi, alors on va fermer la boîte. Pour fermer la boîte, on va de Saint-Just, intersection Arc-Ouest. Non, c'est pas celui-là, pardon. Ah bah, c'est cela, hop, et on va fermer la boîte. Ce qui fait qu'on a un carré parfait. C'est un carré, hein, toutes les distances sont les mêmes, avec une diagonale à 45 qui passe par ces points. Je vais rajouter 2 méridiens. Le méridien de Paris en rose. Alors le méridien de Paris, je vous laisserai lire sur internet ce qu'ils en disent. Celui-ci, c'est le officiel, le légal, c'est-à-dire qu'il passe par l'Observatoire de Paris et qui descend plein sud avec un angle à 180. Et quand on fait ça, quand on fait passer le méridien, qu'on le prend de Paris et qu'on attaque 180 degrés pur, on tombe sur le Razès, ce qui n'est pas innocent. Il y a beaucoup de livres et beaucoup de théories qui se servent du méridien comme point de départ de leur construction géométrique. Et puis il y a un deuxième méridien de Paris, mais celui-là il est plus hermétique et plus caché, c'est le méridien de Saint-Sulpice qui est à 300 mètres à l'ouest du méridien de Paris. Et donc c'est intéressant, à 300 mètres on a un méridien aussi connu, et celui de Saint-Sulpice, on va voir qu'il est intéressant pour nous, et pour toute l'histoire, si vous fouillez un peu Rennes-le-Château, on se réfère à Saint-Sulpice et son méridien, apparemment, et d'après les écrits de l'époque, l'histoire, quand Bérenger-Saunière trouve les parchemins dans la balustre de son église et les découvre, il va voir Monseigneur, je crois que c'est Billard à Carcassonne, qui lui dit prenez vos affaires, vous partez en voyage, vous allez à Paris, vous allez parler à telle et telle personne, à Offet notamment, Émile Offet, qui acte à Saint-Sulpice, et de son voyage à Paris et de retour de Saint-Sulpice, il a apparemment les parchemins décodés, et il revient avec 3 peintures sous le dos, 3 tableaux, dont les bergers d'Arcadie, et on y revient, de Poussin, qu'il ramène avec lui à Rennes. Intéressant, mais encore une fois, lisez l'histoire de Rennes-le-Château, c'est encore plus tordu qu'Oak Island.
Ok, donc voilà un peu avec quoi on part, et voilà comment ces lignes sont déterminées dans l'espace. Euh, et c'est très très intéressant. Euh, Ce que Simon a fait du coup, à ce moment-là, c'est qu'il s'est dit, ok, j'ai un carré, parfait. Est-ce que je peux tracer l'intersection du carré pour le diviser en deux rectangles, l'intersection longitudinale? Donc maintenant que j'ai toutes les coordonnées de ces points, puisque je les ai en longitude-latitude, je vais prendre la moitié et je vais tirer une ligne est-ouest à la moitié. Donc c'est ce qu'il fait. Il tire cette ligne est-ouest à la moitié. Et il se rend compte que cette ligne eh ben, arrive directement à Campagne-sur-Aude, sur un bâtiment très particulier, puisque cette église-là, c'est une commanderie templière. Donc je vais vous raconter l'histoire dans un instant. Vous voyez la forme octogonale, qui est une forme de forteresse à côté de la rivière l'Aude. Et si on prend le point ici de cette église, voilà, on se retrouve à, à la moitié du carré qui va taper exactement dans cette église. Alors c'est plus une église, encore une fois, c'est une commanderie templière. Donc Simon, oups, pardon, je vais remettre plein nord, excusez-moi. Donc Simon, naturellement, se dit, cette église ou cette commanderie templière fait partie du dispositif. Je vais donc raccorder en haut et en bas, Campagne-sur-Rhône à Saint-Jules-Bézu, et en haut, Campagne-sur-Aude, au point d'intersection de du bord du carré, en face de Saint-Jules-Bézu. Et la surprise, quand on opère ça, on se rend compte que... Il faut que je le retrouve. Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. On a le fameux château des ducs de Joyeuse, Joyeuse dont on vient de parler à l'instant, puisqu'ils ont hérité ils ont hérité du château d'Arc. Je crois que c'est Arc, hein. On va revoir vite fait. Dans mes explications, les ducs de Joyeuse, c'est... Oui, c'est Arc. Oui, c'est eux. C'est la famille voisin qui devient épouse Jean de Joyeuse. Et ils abandonnent le château d'Arc au profit de Cuisa. Et au profit de Cuisa, en fait, c'est le château des ducs de Joyeuse qui est ici. On est bien à Cuisa. Si je zoome, voilà, c'est Cuisa, c'est écrit ici. Donc ce château, alors Simon a un modèle légèrement différent en termes d'angle, puisque lui, il passe entre ces deux tours, à droite. Moi, je tente à passer en vertical du point le plus haut de cette tour-là. Et c'est marrant parce que la forme de ce bâtiment n'est pas rectangulaire ou carré, c'est plutôt un trapèze. Et donc, on va aller intersecter ce point ici, qui est un point virtuel, il n'y a rien. Alors, Michael m'a demandé plusieurs fois, mais il y a quoi sur ces points? Il n'y a rien, hein, c'est un champ. De même qu'en bas, alors en bas, évidemment, en bas, on intersecte, puisque c'est ça qu'on veut faire, on intersecte l'église de Saint-Jules-Bézu. Et là, et c'est là que ça commence à nous mettre la puce à l'oreille, enfin me mettre la puce à l'oreille, c'est que Simon dit, cet angle formé par ces deux branches à gauche, c'est 40 degrés et 40 degrés. C'est pas un angle droit, c'est 80 degrés, l'angle il est légèrement fermé. Or quand on commence à nous parler d'angle de 40 degrés avec une bisectrice, c'est la modélisation de la croix de Nolan. Donc c'est ça qui a attiré mon attention. En dernier point, alors moi j'ai refermé, puisqu'on avait la diagonale, il a et j'ai aussi refermé la dernière diagonale pour avoir un point ici d'intersection très proche de Rennes-les-Bains, avec une légère imprécision. Hein, on voit qu'on n'est pas pile poil raccord sur une intersection parfaite, mais on a une distance, on va la regarder ensemble, on va regarder en mètres parce qu'on est français. Hop. On a une distance d'à peu près, s'il veut bien prendre mon point, merci. Voilà, on est à 40 mètres d'écart de points, donc on a une variance de 40 mètres. Notez la taille de la géométrie, parce que ça va être intéressant. La taille du plus long bras là, de Campagne-sur-Aude à ce point à droite, pareil, on va le regarder juste pour qu'on se mette en perspective la taille de Oak Island et la taille ici du motif qu'on est en train de regarder. Alors, c'est à peu près, hein, mais c'est à peu près, on est sur 12 km de longueur. Hein. L'île d'Oak Island fait 1 km de long seulement, hein, même pas. Donc vous voyez qu'on est sur une géométrie beaucoup beaucoup plus grosse, et donc les imprécisions sont multipliées par les échelles. Alors reprenons notre présentation PowerPoint. Donc voilà Campagne-sur-Aude. Donc je vous l'ai mis ici. On voit la vallée de l'Aude, la rivière l'Aude, pardon, qui circule ici. Ils ont construit ça juste à côté de la rivière. Voilà un zoom sur la forteresse, et voilà telle qu'elle était à l'époque, c'est un document de 1973, quand les Templiers, qui en avaient hérité, en 1147,
Roger fait le don de ses possessions à l'ordre des Templiers, donc notamment le village de campagne, et les Templiers deviennent les véritables propriétaires du village et s'organisent pour le développer. Près de l'Aude, sur un éperon rocheux, ils construisent leur maison forte. Donc là, c'est pas un héritage de quelque chose qui leur a été légué. Le village leur a été légué, mais la construction, c'est eux qui l'ont mis ici. Ah, ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que eux. Alors, en quelle année? Est-ce que j'ai l'année 1147, il fait don de ses possessions, donc ça rentre dans la même mécanique. On est toujours vers l'an 1100, 1000, 1050, 1100. Seulement cette fois-ci, c'est plus les seigneurs locaux qui construisent un château, c'est les Templiers qui construisent l'église à cet endroit-là. Donc ils sont potentiellement au courant de la géométrie sacrée, on va l'appeler comme ça, qu'il y a dans l'Aude. C'est intéressant ça. Hein. Alors, maintenant que j'avais cette forme sous les yeux de Google Earth, et qu'on commence à avoir une intuition, puisqu'on a tellement manipulé la forme et les points de Oak Island, hein, voilà Oak Island, ça c'est la géométrie d'Oak Island, qu'on y retrouve du cône E, le cône D et le headstone, la croix de Nolan qui finit en cône A, ça c'est le transept de la croix, hop, donc là voilà la croix de Nolan en rouge, elle est là, hein, dans la géométrie, dans le paysage d'Oak Island, et puis les documents, alors Michael suspecte très fortement, et je pense qu'il a raison, qu'il y a un point virtuel, le 429 extension point, qui est à 429 pieds de cette distance-là. Je vous laisse, on va revoir la géométrie de la croix ensemble dans la slide suivante. Et puis on a déterminé la hampe qui est indiquée par la formule, puisque c'est dans la formule qu'on l'appelle la hampe, et après qui est calculée à partir des documents de la carte de Zina. L'entrée du chêne qui est ici en bas à droite, indiquée par la carte de Zina. Et puis on a ici le set point qui est déduit, qui est un point virtuel qui, Michael pense que ça pourrait être une entrée cachée dans le dispositif, mais en tout cas c'est le point vers lequel on commence à attaquer la partie ouest de l'île. Et il faut savoir que les distances en bleu sont toutes les mêmes. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ces distances en bleu, toutes les lignes bleues font la même distance. Donc voilà la géométrie épurée de ce qui se passe sur Oak Island. Et ce que j'ai fait, eh ben, j'ai juste pris initialement l'image de Google Earth, et puis j'ai essayé de superposer l'image de Oak Island sur l'image du Razès, et je me suis quand même dit, waouh, les points des cônes, on dirait que c'est les mêmes. J'ai fait correspondre mon cône D avec l'église, alors je ne suis pas très précis dans ce cas-là, mais je trouve un alignement de la branche qui arrive exactement au même endroit. Ça voudrait dire que les proportions de cet axe versus cette distance sont gardées entre ce qui se passe sur Oak Island et ce qui se passe sur la géométrie du Razès. Alors, il va falloir le prouver ça maintenant, que c'est pas qu'une impression. Ce que j'ai fait, voilà. Donc, ça, c'est la géométrie de la croix de Nolan sur Oak Island. Et vous voyez qu'il y a deux mesures. Il y a des mesures en noir, en pied, et des mesures en rouge. Parce qu'il y a un grand débat dans la communauté de chercheurs de Oak Island. Cette croix de Nolan est mesurée avec des coordonnées GPS, donc les mesures sont en noir. Quand on va sur le terrain et qu'on prend les mesures, on a les chiffres en noir. Sachant que les cônes qui délimitent sont... Voilà, c'est un truc comme ça qui est enterré sous terre. Ça, c'est les cônes. Et que les cônes eux-mêmes font 80 cm de large. Donc quand vous prenez votre mesure, si vous la prenez à ce point-là, ou si vous la prenez à ce point-ci, ou si vous la prenez au milieu, vous n'allez pas avoir les mêmes données. Donc il faut la prendre où? On n'a pas le mode d'emploi des bâtisseurs. Et puis positionner une pierre à exactement un certain nombre de pieds d'une autre pierre, ça veut dire que vous avez les moyens de mesure dont la résolution est un pied au moins. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que quand on mesure, on a les chiffres noirs, et quelqu'un qui s'appelle Brian Farrow, qui est un chercheur sur Oak Island, explique que en rouge, ces chiffres font partie d'une progression géométrique qu'on retrouve dans énormément de bâtiments sacrés, et il se demande si les chiffres rouges, ça ne devrait pas être la bonne mesure. Et en fait, je pense que les deux ont raison. Je pense qu'il y a des mesures d'architecte. Le designer voulait que les mesures soient celles en rouge, et quand ils ont réalisé l'ouvrage sur site, avec les moyens de mesure qu'ils avaient de positionnement, ils se sont légèrement déviés de la valeur idéale voulue par l'architecte. Je suis ingénieur et c'est la même chose dans les métiers d'engineering. Quand vous fabriquez un Airbus ou un avion qui doit faire en longueur 130 mètres, mais quand vous le mesurez au final, ça c'est mon souhait, c'est mon vœu, 130.00000. Quand on le mesure, on va trouver 129.998, on va trouver 130.012, on va trouver des mesures
parce que déjà on a les instruments pour repérer ces mesures, mais on se rend compte qu'on n'est pas capable d'arriver à des chiffres qui sont idéaux. 130.000, c'est un chiffre idéal qu'on n'atteindra jamais. Donc, moi, ce que je propose dans ces calculs, donc ce que je vais calculer, donc, c'est la longueur de ce bras divisé par la longueur de ce bras. Pourquoi? Parce que je les ai ici dans Google Earth, donc maintenant j'ai plus qu'à regarder les distances et les longueurs de ces bras, je sais le faire dans Google Earth, et voilà les mêmes bras. Le cône D, hein, c'est le cône D dont on parle, c'est pas le cône E hein, qui prend. Le cône E, il est plus loin derrière dans la nature, c'est bien le cône D qui s'enregistre sur la commanderie templière de Campagne-sur-Aude. Et bien normalement, si je fais ces calculs de ratio d'Oak Island, je devrais trouver les mêmes. Si c'est la même croix, les ratios sont gardés, la proportion est gardée. Je devrais trouver la même chose sur le plan du Razès. Alors regardons, mesure réelle. Donc pour l'instant, je vais uniquement regarder ce que je mesure, donc les chiffres mesurés en noir sur Oak Island, et ce que je mesure moi avec mon système, maintenant que j'ai posé ces points, sur Google Earth. Donc c'est le ratio CB, c'est ça CB, c'est les bras, divisé par headstone sur D. Headstone, il est au milieu, sur D. C'est donc bien ça qu'on fait. Ben, sur mon plan ici, j'ai 720, hein, ça fait 360, une branche x 2, 720. Divisé par 429, c'est la longueur de cette branche mesurée. Ça fait un ratio, un coefficient de proportionnalité de 1,678. Maintenant, je fais la même chose sur Rennes-le-Château. Donc allons voir comment on s'y prend. On prend Google Earth. Et puis je veux la distance de ce bras-là. C'est la méridien qui va de Saint-Jules-Bézu et qui monte à ce point d'intersection. Et si je regarde en propriété sa mesure en pieds, je suis à 26 901. Or, ce que j'ai rajouté, j'ai mis ici, j'ai mis 26 898. Quand j'avais fait les slides, le modèle et que j'avais mesuré, j'avais peut-être un pied ou deux pieds d'écart. Mais on va rester à 26 900, c'est à peu près ça dont on parle. Donc j'ai fait la même chose sur le grand axe. Vous voyez que 26 898, 26 900, on est très près de 27. Vous voyez que 16 064, on est très près de 16. On va y revenir, parce que ces nombres sont intéressants. En tout cas, le ratio que je trouve en mesurant via ce que j'ai fait comme travail sur Google Earth, qui est un travail beaucoup plus approximatif que prendre des points de GPS sur les cônes qu'on trouve sur Oak Island, j'arrive à un ratio de divergence entre ces deux proportions dans les bras et de la croix de Nolan à 0,2%, 0,17 j'arrive. Ce qui est déjà une sacrée précision et qui tend à indiquer que ça pourrait être les mêmes croix. Mais encore mieux, que maintenant je prends les mesures que j'appelle moi les mesures de l'architecte, qui sont les mesures que le designer avait probablement voulu, et je pense que Brian Faro a raison dans le fait que voilà ce qu'ils voulaient faire comme croix de Nolan, et en noir, voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Et bien de la même façon sur Rennes-le-Château, avec des distances incroyables, je pense qu'en effet ça c'était 27, et que ça c'était 16, ce que l'architecte nous voulait. Bah, prenons ces mesures pour voir si ça marche, 27, 16, et bien, je me rends compte que les ratios de proportion entre cette partie D to Headstone et cette partie la Grande Croix sont exactement les mêmes si on prend d'un point de vue, le point de vue du designer, qui lui ne voulait pas 429 comme distance, il voulait 432. Et pareil, sur la carte, avec ces petites erreurs qu'on fait dans les micro-angles, dans les micro-distances et dans les positionnements, je ne devrais pas avoir 16 000, ce que l'architecte voulait, 16 054, ce que l'architecte voulait, c'était 16 000. Je ne devrais pas trouver 26 900, je devrais trouver 27 000. Donc dans les deux cas, il y a des erreurs de mesure ou des erreurs de positionnement parce que vous êtes au XIe siècle et vous devez positionner l'église de Saint-Jules-Bézu ou de Campagne-sur-Aude à un certain endroit. Vous pouvez faire une erreur de 15 mètres. Je peux comprendre, c'est parce qu'on mesure avec quoi le nord? On le mesure avec les étoiles. On n'a pas de boussole. De toute façon, les boussoles, c'est le nord magnétique. On cherche le nord réel. Donc ces méridiens, ils sont posés à vous avez vu, quelques dixièmes de seconde près, ce qui est déjà un exploit. Mais il y aura toujours un petit décalage entre le modèle théorique qui avait été dessiné sur papier, si vous voulez, et le modèle qu'on va retrouver sur le terrain. Mais le fait que la divergence est de 0% et que ce soit les mêmes croix, quand on prend les mesures de l'architecte, moi, ça m'a estomaqué. Estomaqué. Bien, continuons. Ça veut dire qu'il y a une échelle si c'est la même croix entre les deux sites. Est-ce qu'on peut calculer l'échelle? Ben oui. Si on prend la grande croix transverse, la CB qui fait 2 fois 360 sur Oak Island, elle fait 720 donc, et la même, d'un point de vue théorique de l'architecte, fait 27 000 sur le terrain
de Rennes-le-Château. On parle de cette distance-là. 27 000 pieds sur Rennes-le-Château, 720 pieds sur Oak Island. Vous pouvez prendre des mètres hein, et ça fera d'autres facteurs et vous arriverez à la même chose. Vous arriverez à une échelle de 1 pour 37,5. Un pied sur Oak Island, c'est 37,5 pieds sur Rennes-le-Château. Si vous le voulez en centimètres, 30 cm sur Oak Island, c'est 10 mètres sur Rennes-le-Château. Je fais de tête, hein, je peux faire une erreur. Ça veut aussi dire que quand Michael, lui, qui est un ayatollah de la précision, travaille sur Oak Island avec Google Earth, il m'a toujours dit, moi, ma tolérance, c'est un pied. Si on n'arrive pas à un pied près, c'est que c'est une coïncidence fortuite. Mais ce que la résolution de précision d'après lui sur Oak Island, si on est à moins d'un pied, on est bon. Un pied, c'est 33 cm, hein, c'est avec ça qu'il travaille. C'est vraiment un ayatollah de la précision. Et ça veut dire que nous, si lui, ça marche, c'est un pied, nous, on peut se permettre une marge de 30 pieds de précision, 37 pieds, ce qui fait 10 mètres de précision. 3 pieds c'est 1 mètre, 37 pieds, oui, ça fait 12 mètres de précision. Or tout à l'heure, j'avais une erreur de 40 mètres. Donc ça pourrait être des petits problèmes de précision uniquement. Mais regardez l'échelle, l'échelle elle est 37,5. Je ne sais pas si ce nombre correspond à quoi que ce soit d'un point de vue nombre particulier ou nombre divin. J'ai jamais rencontré ce chiffre, mais voilà l'échelle. Ben maintenant que j'ai l'échelle entre les deux figures et que j'ai toutes les distances sur le modèle d'Oak Island, ben je peux calculer les distances sur le modèle Rennes-le-Château. Il me suffit d'utiliser l'échelle. Donc aujourd'hui, ce que j'ai établi, c'est le point D sur le paysage, le point C, le point B, et évidemment l'intersection des deux, qui est le headstone qui est ici. Ça, je l'ai maintenant sur ma version Rennes-le-Château. Je veux déterminer où est le point A, le cône A. Ben, le cône A, il est à distance là, 144 pieds. Hein, je vais prendre du réel, puisque moi je travaille avec du réel. Et la distance sur Rennes-le-Château, donc 144 pieds x 37,5 est mon échelle, je devrais trouver à exactement 5400 pieds. Vous notez comme ce chiffre rond est agréable à lire. C'est des chiffres ronds, on ne va pas trouver de chiffre à virgule, on ne va même pas trouver de chiffre à dizaines. C'est des chiffres très ronds. 5400 pieds entre la headstone et le cône A. Allons-y. 5400 pieds entre la headstone, on va le mesurer là, elle est là l'intersection. Hein. Si je me trompe pas, attendez. Oui, elle est bien là. Donc je vais prendre une distance, je vais faire avec vous en live. Hop. Donc j'ai dit de headstone à cône A, elle est là, je vais vous la faire apparaître en blanc. Là voilà, c'est celle-là. Et ce point A, normalement la distance, la longueur fait 5400 pieds. Allons le vérifier. Je vais faire propriété en pieds. 5401 pieds. J'ai bougé d'un pied quand je l'ai positionné. Ça, c'est moi qui l'ai tiré, hein, évidemment. J'ai calculé la distance sur mon PowerPoint, 5400. Je suis parti de la headstone qui est ici. J'ai tiré une ligne à 5400 pieds. Et donc ça, c'est cône A. Eh ben, allons référencer le cône A. Allons référencer la headstone. Cône B, cône D. Et il m'en manque un, c'est le C. Voilà. Donc j'ai... non, c'était le E. D, j'en ai besoin. Voilà. Donc voilà où j'en suis de mes cônes. Et voilà où j'en suis de... Donc ça, c'est la petite longueur qui est sur le haut de Nolan Cross. Mais si je vais faire de la headstone à D, voilà un bout de Nolan Cross. Et voilà le bras. Et donc les derniers morceaux qui me restent à calculer, c'est où se trouve le cône qui est en bas ici, il en manque un. Et l'extension 429, qui est un point virtuel, elle va se situer à droite. Eh bien, je vais prendre les mêmes calculs et le même raisonnement. Pour le 429 extension point, j'ai mes distances sur Oak Island. Je les multiplie par 37,5. Ça me donne ma distance depuis le headstone au point que je cherche, 16 200 pieds. Encore un chiffre un peu rond, à peu près rond. Et enfin, le cône E qui est tout en bas, puisque moi j'ai enregistré le cône D sur la commanderie templière de Campagne-sur-Aude. Le point E, il est 293 pieds plus bas ou 288 pieds plus bas, ce qui fait 10 800 pieds plus bas. Et ce qui me permet, par ces calculs, voilà, d'avoir l'intégralité de la croix de Nolan maintenant qui va se dessiner. Hop, le point d'extension, je l'ai mis à droite dans une autre couleur. Et le point bas, voilà la croix de Nolan en blanc, avec la référence à tous les cônes. Waouh! Donc ça veut dire que on arrive à enregistrer la croix de Nolan à partir du cône D. Le cône D qui n'est pas utile théoriquement, il me suffit du cône E, du cône A, du cône C, du cône B, et je dessine la croix. Ce cône D, il est particulier dans la construction d'Oak Island. Il indique des points et
Et c'est pas un point naturel de la croix. Les points naturels des croix, c'est l'extrémité et l'intersection. Donc ce Condé a été rajouté, et quand j'enregistre sur Condé la croix de Nolan, j'arrive exactement à cette vue, ce qui est assez bluffant. Mais c'est pas tout. Continuons. Donc je viens de vous montrer dans Google Earth ce que ça donnait. Maintenant, on a un point très particulier qui s'appelle la hampe. Quand j'avais fait mes superpositions initiales de draft pour voir si ça crantait, j'avais ce point qui s'appelle la hampe, et vous repasserez aux vidéos précédentes pour vous rappeler ce que c'est, qui semble arriver exactement à l'intersection de la ligne rouge qui ferme le carré que Simon Miles avait fabriqué, avec le méridien, le 2.18.000, le méridien de Laval 2, il semble qu'on corresponde exactement à ce point. Eh bien, on va vérifier. La hampe, d'après Michael qui l'a mesuré dans son modèle sur Oak Island, elle est située à 321 pieds du cône A. Le cône A, c'est la tête, le point le plus élevé de la croix de Nolan. Et cette distance en bleu vaut sur Oak Island 371 pieds. Multiplié par mon facteur d'échelle, je trouve 13 912 pieds. Ça devrait faire dans le RASES via Google Earth sur mon paysage autour de Rennes 13 912. Mais tout de suite, j'ai compris. Ça, c'est des mesures. Le réel, c'est que l'architecte, il voulait que ça fasse 14 000 pieds, très probablement. Eh bien, allons la mesurer ensemble. On va la faire apparaître. Donc, c'est la distance entre le cône A et ce point d'intersection en bas, entre le méridien et ce qui ferme la boîte. Donc, c'est la hampe. Donc, elle est ici. Hein. Hop, voilà la fameuse ligne. La ligne verte dans le dessin précédent. Est-ce que cette ligne fait 14 000 pieds? Eh bien, on va aller la mesurer. La hampe, properties, mesure, 13 819. Donc c'est ce que je mesure. Et ici, j'ai utilisé 13 819, ce qui me fait faire une erreur entre le modèle Oak Island et le modèle, Rennes-le-Château de 0,6%, ce qui est très très faible en termes d'erreur sur de telles distances. Et enfin, Michael me disait que l'angle formé entre le cône A et la hampe, donc en fait, l'angle, si je prends une verticale nord-sud, l'angle ici fait 15 degrés. Ça veut dire aussi que l'angle ici fait 15 degrés. Et qu'est-ce que je mesure comme angle entre ces deux points sur Google Earth? Je vous l'ai mis ici, je vais le zoomer. Quand je regarde l'angle entre les deux, je tombe à 165,39 degrés. Évidemment, il faut que je retranche 180 degrés moins 165,39 égale, égale un angle de 14,61 degrés. Au lieu des 15 degrés attendus, c'est mon 14,61 qui est ici. Et donc je fais une toute petite erreur qui est alors due à la fois à ma modélisation ou celle de Simon. Parce que la grande question, moi j'ai pris des angles qui correspondent à des bâtiments, mais si on prend les angles ou si on prend les méridiens et les degrés de l'architecte, on devrait tomber sur des nombres pleins et on navigue entre un nombre plein et un nombre pas plein. J'ai la précision de mon modèle Google Earth. Alors c'est intéressant, c'est que sur Oak Island c'est à peu près plat et c'est une petite île à peu près plate. Là on a des monts qui montent à 1000 mètres et donc les mesures de Google Earth, je pense qu'il y a une légère imprécision, mais quand même les modèles sont assez proches pour dire qu'on parle de la même chose, quoi. Alors, souscrivez si vous aimez. Je voulais vous montrer 2-3 autres choses encore sur Google Earth qui sont un peu bluffants. Donc voilà notre modèle, hein, en blanc la croix de Nolan avec la hampe, tout comme Oak Island, sauf que ici on l'a dans le RASES. Il y a un truc très particulier sur les cercles. Il y avait, alors je crois que c'est Lincoln dans son livre, qui, je suis plus sûr, qui a noté un alignement autour d'un cercle de 7 églises. Je vais vous les montrer. Ça s'appelle le cercle des 6 églises, pardon. Il est là. Le point central, c'est la pierre de la Kumsourbe ou le ruisseau de la Kumsourbe. Vous irez regarder comment ils ont déterminé ce cercle. Mais ce cercle passe, et là j'ai aussi une approximation parce que j'arrive pas à déterminer le centre scientifiquement, mais ce cercle passe par l'église de Saint-Jules-Bézu, ce cercle passe par l'église de Rennes-le-Château, Sainte-Marie-Madeleine de Saunière, juste là. Ce cercle passe par l'église de Custosa, qui est ici.
Ce cercle passe par. C'est bluffant, hein, qu'elle soit toute équidistante d'un point qui est vers un ruisseau, le ruisseau de la Kumsaude. Alors là, c'est plus mauvais. J'arrive pas à passer à travers l'église, mais je pense que c'est mon modèle. Je vais vous donner le lien, un lien d'un site qui a étudié Rennes-le-Château là, en argent travers. Avec des cartes IGN, ils arrivent à le reproduire. Moi, j'arrive toujours, je passe à côté, je me suis pris la tête plusieurs, un sacré paquet de temps avant d'essayer d'avoir la forme parfaite. Mais il y a 6 églises qui sont dans ce cercle. Et alors, chose encore plus intéressante, maintenant que j'ai positionné mon cône A qui est ici, eh bien mon cône A, si je trace un cercle dont le rayon c'est cône A, église de Rennes-le-Château, donc le centre du cercle c'est mon cône A, qui vient d'Oak Island, je passe par l'église de Rennes-le-Château, ok, c'est mon rayon, et bien on se rend compte que ce cercle-là, et je viens seulement de commencer à l'étudier, mais déjà très visiblement, il recoupe encore une fois cette zone, il se passe quelque chose ici, il y a beaucoup trop d'alignement de lignes, il doit y avoir quelque chose dans cette zone et cet endroit. Mais c'est assez intéressant, et il faudrait que je regarde, j'ai pas pris le temps encore de regarder tous les endroits où passer ce cercle. Mais le Conra, c'est de la géométrie d'Oak Island, hein. C'est pas de la géométrie native de Rennes-le-Château, et pourtant ça recoupe. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Oui, c'est que ici, le 429 Extension Point qui vient aussi d'Oak Island, il est positionné exactement à la même distance que, encore une fois, ce jeu d'intersection près de Rennes-les-Bains et le méridien de Paris. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors, ça dépend des jours. Des fois, j'arrive à le faire. Voilà, maintenant, il crante exactement parfaitement. Mais dès qu'on prend un peu d'altitude, vous voyez ce que Google Earth n'est pas à des problèmes dès qu'il y a des reliefs et des systèmes de montagne. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Ça m'a permis, moi, de me replonger dans les histoires de Rennes-le-Château. Euh, je les laisse commenter. Si vous voulez qu'on en discute de vive voix avec une session Discord ou je sais pas quelle plateforme de communication je peux utiliser. Je vous remercie 1000 fois pour vos commentaires. Et puis je vous laisse commenter sur celle-là. À très bientôt. Merci beaucoup. Et puis souscrivez si vous n'avez pas encore souscrit.